Eh bien, bienvenue dans le podcast de Ronnie, thèse, antithèse, synthèse. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, ce n'est pas Ronnie qui a le micro principal, c'est Patrick, donc un de ses co-encadrants de thèse. Pourquoi? Parce qu'il y a environ 4 heures environ, on a décerné à Ronnie le titre de docteur de l'École centrale de Lille, mention je sais plus quoi. Et donc, c'est un petit peu en termes de guise de cérémonie de clôture, on va dire que, avec ces co-encadrants ici présents qui vont se présenter juste après, on avait décidé de prévoir une petite interview. Alors, ce qu'on n'avait pas prévu, par contre, c'était que Ronnie avait déjà eu l'idée d'être interviewé, donc il y aura peut-être un peu de redondance avec l'épisode précédent, mais on va voir. On espère quand même qu'on aura un autre d'approche un petit peu différent. Alors, je vais passer la parole à Vincent et à Jérémy qui vont rapidement se présenter. Donc, moi, j'ai oublié de dire, donc, je suis Patrick Bas, je suis chercheur au CNRS comme Ronnie et comme tous les gens autour de la table, on travaille sur la sécurité des contenus multimédia. Voilà, je passe la parole à Vincent. Merci. Donc moi, c'est Vincent Itier. Je suis enseignant-chercheur à l'IMT Nord-Europe. Pareil sur les mêmes thématiques de sécurité multimédia. Et on s'est rencontré avec Ronnie à l'occasion de son projet de son master. Et puis après, on a continué sur la thèse. Merci. Donc, je m'appelle Jérémy Boulanger. Je suis maître de conférence à l'Université de Lille. Et puis, donc, j'avais participé justement sur le projet aussi de Ronnie à l'époque de son master. Et mes spécialités, c'est plus autour du traitement du signal de façon plus générique, on va dire, et application. Je voudrais rebondir juste sur du coup, ces trois introductions parce qu'on m'a souvent posé la question de comment ça se passe un encadrement à trois personnes. Parce que trois personnes, et beaucoup de personnes pensent qu'en fait, ça risque d'avoir ça risque d'être très problématique parce qu'une personne va vouloir aller dans un champ donné, une autre dans un autre champ, et qu'en fait, si on a des arguments, des contre-arguments, le doctorant peut être perdu ou il ne sait pas où aller. Et parce que j'aimais bien avec vous, et je pense que ce qu'il faut essayer de trouver quand on a plusieurs encadrants, c'est des encadrants qui sont hyper complémentaires et qui arrivent à la fois à se contredire quand il faut se contredire, mais en même temps à la fin trouver une sorte de ligne directrice qui met tout le monde d'accord de par leur complémentarité de leur domaine. Et ça, c'est assez fort. Donc juste, je rebondis sur le fait que voilà, vous êtes trois, parce que je pense que il y a déjà des personnes qui doivent se poser, ah oui, ils sont trois, comment il a fait Ronnie pour gérer avec trois personnes. Voilà, donc je le dis, ce qui était bien, c'est que vous y avez trois spécialités un peu différentes. Et à ce propos, d'ailleurs, c'était une question qu'on voulait te poser. Ça n'a pas été trop compliqué pour toi d'avoir peut-être potentiellement un encadrant qui te dit qu'il faut aller à gauche et puis un autre qui te dit d'aller à droite? Est-ce J'ai que j'ai pas senti vraiment qu'il y avait un encadrant qui me disait d'aller à gauche et puis l'autre qui disait d'aller à droite. Bon, c'est une bonne nouvelle parce que souvent ça arrive. Moi, je me souviens plus non plus, mais globalement, le problème aussi, c'est qu'au lieu d'avoir potentiellement trois intuitions qui seraient les mêmes, ça peut être des intuitions qui sont différentes, quoi. En fait, en général, quand il y avait des intuitions qui étaient différentes, en fait, finissaient par se recouper à un moment. Donc, je trouvais, il y a pas vraiment de moment vraiment où je suis sorti, ah, ça, lui, il me dit de faire ça, lui, il me dit de faire un truc qui est complètement inverse à ce que l'autre il dit. Si vraiment ça a dû arriver, j'ai dû tester les deux et voir qui avait raison. Mais ouais, disons que voilà, il n'y a pas de. En réalité, j'ai pas senti qu'il y avait vraiment d'animosité. Donc, c'est ça qui était cool, c'est que vraiment, chacun rapportait un peu sa pierre à l'édifice et globalement, ça allait dans un sens qui était assez commun quand même. Même si parfois, évidemment, c'est bien sûr. Donc, chacun veut remettre en question par rapport à son expertise. Mais c'était assez intéressant avec vous trois de voir que vous arrivez à la fin à trouver une sorte de. Enfin, ensemble, on arrivait à trouver une sorte de ligne directrice finale sur où on veut aller, quoi. Et alors là, du coup, on va passer de l'autre côté du mur, on va dire. Donc, sur la partie encadrant de thèse, c'est vrai que quand on co-encadre une thèse, c'est intéressant d'être avec un doctorant avec qui on s'entend bien, mais c'est aussi intéressant d'être avec des co-encadrants avec qui on s'entend bien. Et je pense que là, effectivement, on s'est bien trouvés tous les trois. Je pense aussi à Thomas Pevny aussi Donc, effectivement, il y avait on va dire, des gens autour de toi qui s'entendaient très bien et je pense que ça a dû aussi un peu aider. Ok, alors en fait, c'était pas ma première question. Ma première question, elle venait juste à brûle-pourpoint par rapport à ce qui s'est passé là ce matin et c'était alors ça te fait quoi d'être docteur? Alors c'est un peu chaud, mais est-ce que tu as déjà voilà, t'es dans quel type de sensation là maintenant? Alors, très bonne question. C'est un peu ce que tout le monde me pose depuis tout à l'heure. Déjà, la pression qui retombe, il faut savoir que ça fait 2 nuits que j'ai pas tellement dormi. En fait, j'ai fermé les yeux, mais je n'arrivais pas à dormir. Et là, la pression retombe d'un coup. Enfin, au final, je suis assez content d'être toute mince. Vraiment, il y avait plein de petits couacs possibles qui pouvaient arriver. Au final, tout s'est bien passé.
Qu'est-ce que ça fait d'être docteur? Bah écoute, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que ces travaux valorisés, de voir que on arrive à communiquer sur ces travaux, que les gens dans l'audience y comprennent alors qu'ils ne sont pas forcément du domaine, que j'arrive à, après avoir répété plusieurs fois, à avoir un bon rythme, une bonne façon de présenter les choses, que les questions qui sont posées sont intéressantes parce que les gens ont compris. Parce que si les gens n'ont pas compris, en général, les questions ne sont pas forcément intéressantes, ça dépend, mais voilà. Donc je suis vraiment content d'avoir passé ce cap. C'est bon, j'ai mis la particule sur LinkedIn. Voilà, c'est fait. Donc ouais, c'est vraiment, ouais, ça fait du bien d'être docteur. Je pense que c'est ça. Je pense que tes auditeurs méritent de connaître la petite déconvenue qui t'est arrivée hier soir et ce matin. Je vais en faire un post. Peut-être que ce post sera avant ce podcast, mais oui, en fait, il faut savoir que l'amphi dans lequel je vais passer ma thèse, la veille, genre hier soir, j'ai vu que le vidéoprojecteur ne marchait pas et qu'en fait, comme il est lié aux haut-parleurs, les haut-parleurs ne marchaient pas. Et donc, comme on a une personne qui est à distance, bah, on ne pouvait pas l'entendre potentiellement. Le micro aussi qui était lié à l'haut-parleur au vidéoproj ne marchait pas. Et donc, du coup, j'étais en mode, ok, donc je suis dans un amphi où je ne vais pas pouvoir projeter des slides, on va pas pouvoir entendre, on n'entendra pas la personne qui est à distance, qui est dans le jury, qui est une personne très importante dans le jury. Je commençais un peu à flipper. J'essayais d'appeler des gens à mon école donc centrale pour savoir comment faire pour réparer. Alors, une personne très gentiment m'a dit, tiens, vous savez que pour réparer tout ça, il suffit d'appuyer sur le bouton on. Et donc, cette personne ne savait pas que je faisais un doctorat en informatique et que du coup, je savais qu'il fallait appuyer sur le bouton on pour faire fonctionner les appareils et que ça marchait pas. Et donc, du coup, j'ai dû attendre aujourd'hui ce matin. Je me suis levé tôt pour arriver à genre 2 heures avant de soutenir pour vérifier ce qui se passait. Alors, j'ai vu qu'il y a encore le problème. Et au final, j'ai trouvé personne pour m'aider. J'ai demandé à l'école, ils ne savaient pas comment faire. J'ai appelé le pôle informatique, personne répond au téléphone. Et c'est ce qui s'est passé au final sur LinkedIn, alors, dans la magie de LinkedIn. Le directeur de centrale m'envoie passe une bonne soutenance, j'ai pas le temps de venir ou je sais pas quoi, mais passe une bonne soutenance. Et là, j'en profite pour lui dire merci pour ce mot. Et tu sais quoi, j'ai un problème avec l'amphi. En fait, je sais pas ce qui se passe, mais il y a rien qui marche. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec l'alimentation. Et là, direct, il appelle le DSI de l'école. Le DSI de l'école, il arrive 3 minutes après. Et là, il découvre qu'il y a un disjoncteur qu'il fallait rallumer. Et puis, bam, c'est fait. Le disjoncteur a été remis à sa position initiale. Et c'est bon, là, tout fonctionnait. Mais donc il a fallu quand même voilà, qu'il y ait un ensemble d'événements qui arrivent pour que j'arrive à finalement faire fonctionner l'amphi, qui était en plus un super amphi. Où, en fait, ce qui est pratique, c'est que les gens pouvaient venir assez facilement dans l'amphi. Je suis arrivé à l'accueil et c'était le premier amphi, genre sur la gauche. Et ça, je voulais le garder parce que sinon, c'est plus compliqué de faire arriver tout le monde à temps. Et donc, c'est super d'avoir pu garder l'amphi, quoi. Donc je comprends mieux aussi pourquoi tu étais relativement serein pendant ta soutenance de thèse, c'est que tu avais eu déjà des émotions fortes bien avant. C'est ça, en fait, finalement, la thèse par rapport à ça, qu'est-ce que c'était finalement? Je vais passer la parole à un autre de tes co-directeurs de thèse, Jérémy. Ouais, merci. Alors là, du coup, on discutait quand même beaucoup de la soutenance qui en soi, enfin, c'est, j'ai envie de dire, alors dit comme ça peut faire un peu bizarre, mais c'est que quelques heures comparé finalement à toute la durée de la thèse. Et donc une thèse, bon, ça dure quand même plusieurs années. Et ben voilà, si jamais tu avais un truc sur lequel qui t'a marqué en côté positif, on va dire, c'est quoi un petit peu le meilleur souvenir que tu peux avoir, en tout cas que tu pourrais raconter De cette thèse. sur cette thèse, ouais. J'en ai plein des super souvenirs. Le meilleur souvenir, c'est super compliqué pour moi de toujours deviner enfin, de toujours dire qu'est-ce qui est le meilleur film, le meilleur livre, le meilleur machin. J'ai toujours un problème avec cette question. C'est trop compliqué de répondre, mais il y a un très bon souvenir dont je me souviens, c'était juste simplement la conférence l'année dernière à WIFS. Alors oui, on a gagné un prix, mais même, je veux dire, en fait, en dehors de ça, c'est juste que toutes les conditions, genre, on a répété, enfin, j'ai répété la présentation de la conférence dans un train bruyant avec des chiens, des enfants qui crient, des annonces partout. Déjà, rien que ça m'a fait marrer. Et ensuite, je fais je fais ma présentation. J'ai l'impression que je sais pas, il n'y a aucune question. Donc, je me dis que peut-être les gens n'ont rien compris. J'avais un peu peur. Et au final, le jour d'après, j'ai chopé une maladie qui m'a mis KO pendant la conférence. Alors, je me sentais vraiment mal. Et quoi, qu'est-ce qui arrive le soir? Je découvre que je gagne le prix du meilleur papier de la conférence. J'avoue que ce souvenir-là, il était quand même assez particulier. Genre, toutes les péripéties qui se sont passées dans cette conférence pour ensuite arriver là. Et en plus, le jour où il y a eu cette annonce, juste avant, donc ça c'était le soir, mais on avait fait une vidéo pour Pierre Palu, qui était un doctorant qui venait passer sa soutenance, mais on pouvait pas y aller parce qu'on était en conférence. Et cette vidéo était assez touchante et j'avais bien aimé ce moment qu'on avait fait pour lui, même si on n'était pas là, quoi. Donc c'était une journée, en fait, c'était une conférence intense entre les répétitions dans le train, la vidéo pour Pierre et le prix à la fin. Alors j'étais hyper mal, genre on m'a rendu le prix sur la photo, on voit que je suis mal, quoi, genre, on voit que j'ai vécu des trucs, genre j'ai mal au ventre, c'est
Ouais, ok, parce que du coup, donc, ça va mieux avec la fin d'histoire, parce que si le début, le Ah meilleur non, souvenir, c'est j'étais malade et non, non, j'étais dans un train. c'est que en fait, au final, même dans les moments où tu te sens les plus mal, en fait, il y a des trucs incroyables qui arrivent, quoi. C'est Ok, d'accord, bah merci. Bah, du coup, maintenant, moi j'ai posé ma question, je vais peut-être passer la parole à Vincent qui a une autre question sur le même principe. Oui, sur le même principe, mon meilleur livre. mais peut-être c'est le même souvenir en fait. Ça serait quoi ton pire souvenir de thèse en fait, pour rebondir par rapport à ça? Alors bon, vu que tu as été malade, qu'on a eu des problèmes de train, est-ce que Ah ça non, c'est pas forcément le pire parce que je trouvais ça marrant, moi. Moi, je trouvais ça marrant parce que c'était en conférence, du coup, on voyageait. Enfin, je veux dire, il y avait le côté un peu folklorique de la mission, quoi. Le pire souvenir de cette thèse, bah, enfin, je sais pas, mais globalement, le fait de galérer pendant des mois et des mois sur des problématiques où en fait j'ai aucune réponse et j'accumule les échecs, ça c'est assez frustrant, mais c'est pour tout le monde, hein. Et moi, ce qui me sauvait un peu, c'était le podcast, parce qu'avec le podcast, j'avais mon petit moment de détente. Ce que j'aime bien dire en général, c'est que j'avais dans le mois, un moment où je savais que ma motivation allait remonter. Mais en fait, ces moments-là étaient assez difficiles à gérer, quoi, parce que je me disais quand même, putain, ça fait plusieurs mois que je suis sur cette piste, ça aboutit pas. Est-ce que ça va finir par aboutir? Est-ce qu'il faut changer? Comment je change? On me dit de faire ci, de faire ça, je fais ci, je fais ça, il se passe rien. Genre, c'est où je vais en fait. En fait, je pense que le plus dur dans cette thèse, c'était d'arriver à prendre les rênes un peu de la thèse, de m'approprier bien le sujet, savoir où je veux aller vraiment. Au début, on avait une direction on s'est rendu compte, enfin, personnellement, je me suis rendu compte que cette direction était finalement peut-être pas la bonne du tout. Et donc, du coup, j'ai complètement changé la trajectoire de la thèse. Et ça, je pense que c'était un moment assez charnière. Et quand j'ai continué dans cette direction-là, ça, j'ai beaucoup aimé. Mais il y a eu quand même plein de moments où j'étais dans le doute, quoi. Voilà. oui, c'est quelque chose, oui, le doute pendant la thèse, c'est quelque chose Mais ça, c'est d'assez quelque chose que, critique. voilà, c'est ça. J'ai besoin, Je sais pas si j'ai un souvenir, le pire souvenir qui serait vraiment particulier à cette thèse. Parce que je trouve que globalement, ça s'est super bien passé au niveau de l'équipe, au niveau de. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de moment où il s'est passé un truc horrible dont j'aurai la mémoire, je sais pas, non. J'ai pas eu de cas, tu vois, où un stagiaire a effacé toutes les données. J'ai pas eu de cas où, en fait, il fait une présentation et tout coupe. Enfin, il y a tout qui se foire, le micro marche plus, la présentation s'arrête, les gens me critiquent en live. J'ai pas eu de cas comme ça, heureusement. Donc, oui, puis souvent, une des réponses qui revient souvent, c'est quand on parle de la rédaction, mais pour toi, ah, c'est quelque chose d'assez. alors, c'est vrai que la rédaction, hein, que tu me fais penser, oui, j'ai beaucoup aimé l'exercice. J'ai fait exprès d'y prendre un peu à l'avance pour pas que ce soit non plus une trop de la douleur et que ce soit vraiment un super exercice. Mais j'avoue que sur les tout derniers jours de la rédaction, je me sentais presque comme maintenant, quoi. Je voyais qu'il fallait que là, il fallait que je respire, il fallait que je sorte, il fallait que, genre, les tout derniers jours, il fallait que je souffle. Enfin, c'était vraiment, les derniers, ouais, étaient un peu compliqués. Mais après, ça, globalement, j'ai beaucoup aimé parce que je voyais comment, enfin, mieux transmettre mes idées, mieux communiquer, qu'est-ce que je pourrais ajouter En fait, j'ai beaucoup aimé travailler sur la forme plus du fond dans ce manuscrit. Et donc, je suis très fier de ce que j'ai pu faire et je suis content de le feuilleter maintenant quand je l'imprime. Ok, merci. Du coup, je vais repasser la parole à Patrick pour une question qui va dans ce sens, je pense. Effectivement, donc c'est une question sur, comme le savent tes auditeurs, un doctorant, c'est aussi un étudiant. Vous avez toujours une carte d'étudiant, donc ça veut dire aussi que derrière, bah, alors c'est pas spécifique aux étudiants, parce qu'il y a aussi, quand tu travailles dans une entreprise, tu apprends aussi beaucoup de choses, mais je pense que pendant une thèse, il y a beaucoup de, le, de leçons, c'est pas le bon mot, mais de choses sur lesquelles le doctorant, en fait, doit apprendre. Et ma question, c'était par rapport à ça, dans toutes les... C'est quoi ce que tu vas garder dans tous tes apprentissages que tu as eu autour des 3 ans? À ton avis, c'est quoi qui va te servir le plus dans la suite de ta carrière? Alors, les gens savent déjà normalement, s'ils ont écouté l'épisode d'avant, que j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat après la thèse. Et je trouve qu'il y a un truc qui est très fort en thèse qu'on développe qui va, à mon avis, me servir à fond pour l'entrepreneuriat. C'est simplement la résilience à l'incertitude. C'est-à-dire, en fait, on est dans l'incertain. On ne sait pas si on va finir par avoir un succès ou pas. Mais on continue jusqu'à qu'on arrive à un succès sans jamais se dire, OK, il faut que j'arrête parce que c'est nul ce que je fais, parce que en fait, on y croit, quoi. Et donc cette idée de rester enthousiaste, de voir la force de continuer alors que tout fonctionne pas et que en fait, ça se trouve, on pourrait faire autre chose et complètement passer d'une idée à une autre. L'idée de voilà, genre, d'y croire à fond à ce qu'on veut faire et ce qu'on peut proposer, je trouve ça très fort, en fait, et c'est quelque chose que partagent les docteurs et les entrepreneurs et donc ça, c'est quelque chose, que j'ai appris dans cette thèse qui, je pense, m'a servira beaucoup après, quoi. Ok.
Merci. Non, je croyais que tu allais me répondre que tu avais appris à faire un podcast avec beaucoup d'auditeurs, mais Alors oui, mais en fait, non, mais ça, en fait, j'aimais beaucoup faire du montage vidéo quand j'étais petit, quand j'étais à Centrale. Je le dis un peu dans notre épisode d'ailleurs. Et faire le montage audio, pour moi, c'était facile, en fait. Je voulais faire quelque chose dans cette thèse parce que je voulais garder cette passion du montage. Mais la vidéo, clairement, je voulais pas parce que faire une chaîne YouTube pendant la thèse, je filme, mais j'ai pas le temps de monter une vidéo, c'est trop long. Alors qu'un audio, c'est pratique, c'est quelques trucs à couper et ça se fait. Et en plus, peut-être qu'il y a un sujet sympa que je peux mentionner. Et j'ai pensé finalement à parler du doctorat parce que en fait, je trouvais ça flou. Enfin, je me suis engagé là-dedans rapidement, alors qu'en fait, j'aurais pu me poser la question de ce que c'était avant, quoi. J'aurais bien aimé avoir des informations pour mieux éclairer ce que c'était. Donc, du coup, je l'ai fait un peu dans ce sens-là aussi. d'accord. Je vais laisser la parole à Jérémy qui a une autre question à te poser. Bah, du coup, c'est un petit peu comme un lien avec cette histoire comme de podcast, parce que à l'origine, en tout cas, quand j'ai su un petit peu que tu fais un podcast, c'était en gros, bah, parce que du coup, tu savais pas, est-ce que ça valait le coup de faire une thèse, c'était quoi l'intérêt, etc. Et donc, du coup, ben, maintenant, donc, bon, la question, j'imagine que j'ai déjà un petit peu la réponse en tête, mais si jamais c'était à refaire, hein, du coup, est-ce que tu referais ta thèse? Est-ce que maintenant, est-ce que tu le regrettes ou pas? Et si jamais tu pouvais la refaire, bah, en fait, qu'est-ce que tu pourrais changer? Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ou des choses qu'il faudrait faire en te disant, ben, peut-être que maintenant, avec le recul, si jamais je dois faire une thèse, j'aurais peut-être pas fait comme ça ou j'aurais changé un petit peu la façon de travailler. On m'a déjà posé cette question dans un autre podcast. C'est une question que souvent les gens posent, mais moi je vais garder la réponse que j'ai dit dans ce podcast. Je ne changerai rien parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé la façon dont j'ai abordé cette thèse. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai développé autour, que ce soit communiquer dessus, le podcast, la façon dont j'ai amené les idées. Il y a vraiment pas de truc que je regrette vraiment. J'ai juste, en fait, j'ai vraiment juste apprécié l'expérience à 100%. Et il n'y a pas de truc vraiment que j'ai absolument regretté de ne pas avoir fait. Donc je suis assez content là-dessus, je changerai rien. Voilà, ma réponse c'est là ce qui s'est passé, c'est déjà je trouve ça fou de tout ce qui s'est passé parce que déjà que j'arrive dans le master d'IA de Pierre et qu'ensuite sachant que moi de base je voulais faire une césure en fait à Centrale. Je voulais faire une césure et après travailler en stage dans des entreprises en data pour voir un peu ce que c'était la data. Puis au final les césures, les deux stages m'ont dit qu'en fait ils voulaient pas me prendre parce qu'il y a des problèmes de financement. Donc je suis parti dans le master de Pierre. Puis après, votre projet, au final, le projet, c'était pas le premier projet que j'avais pris, c'était un autre projet que j'avais pris en premier. J'ai pas été pris au premier projet, donc du coup, je suis parti vous voir. Et en fait, c'est arrivé par hasard et j'ai bien aimé quand vous avez présenté le projet à ce moment-là. Et après, tous ces enfin, Patrick qui arrive avec sa thèse, mais hyper pratique. Donc, en fait, ce qui était génial, c'est que c'était une thèse qui répondait à un problème de fond qui était général, mais appliqué à une niche. Et donc, du coup, on voyait vraiment qu'on pouvait faire avancer la niche et en même temps faire avancer le problème général. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, en fait, la thèse qui est là, clairement, ça, c'est un truc intéressant. On m'a proposé une autre thèse pendant ce master qui était complètement mathématique, théorique. Et là, par contre, je sentais que j'allais rien en faire de cette thèse. Alors, du coup, je ne l'ai pas accepté. Et du coup, de base, je n'étais pas parti du tout sur l'idée de faire une thèse, donc je vous ai suivi. Et là, maintenant, j'arrive sur une entreprise enfin, je vais monter une entreprise qui va être en lien avec ses travaux de thèse quelque part. Et donc, du coup, je trouve ça vraiment incroyable que, mine de rien, brique par brique, ça s'assemble, alors qu'en fait, c'était un peu du hasard aussi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées purement par hasard, quoi. Ok, bah, super. Bah, du coup, alors, peut-être pas forcément par hasard, mais peut-être plus des choix, en tout cas, que tu as fait. Donc, il y a Patrick qui avait une autre question. Merci. Juste pour conclure par rapport à ce que tu disais, j'ai l'impression que tu fais partie, et je pense que tu n'es pas le seul, dans toutes ces choses-là, il faut aussi y aller au feeling finalement. Il y a un peu ça, C'est en ça. fait. Et toi, on te connaît bien maintenant parce que ça fait plus de 3 ans et demi qu'on se connaît, et tu fonctionnes très fortement au feeling, et Bah, en enfin, même temps, c'est clair, parce qu'en fait, si je vois que je suis pas capable d'avoir un feeling avec la personne avec qui je peux travailler pendant 3 ans, ouais. ça me... Non, mais c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent je veux faire une thèse en ça parce que ça va être. Enfin, voilà, on a vite en fait des idées un petit peu arrêtées sur ce que peut être un idéal en recherche, alors que en fait on oublie tout ce qu'il y a tout autour, en fait, c'est-à-dire les gens avec qui on va travailler, le sujet en lui-même, comment ça va évoluer, quelles sont ses finalités, etc. Et il y a plein de paramètres en fait à En, prendre en compte qui sont en- formalisables, mais pas si facilement que ça, en en fait, fait, hein. techniquement, si vous m'aviez pas proposé la thèse, je n'aurais pas fait de thèse. Qu'on soit clair. Et je pense que j'ai aussi pensé à ma carrière professionnelle parce que dans ma thèse d'entrepreneuriat, c'était quand même quelque chose qui était clair. Et je m'étais dit, tiens, la thèse en vérité sur ce sujet-là, IA cybersécurité appliquée à la pratique, ça va faire un super dossier pour les investisseurs. Ça. Je veux dire, en fait, en termes de crédibilité, alors là, c'est quelque chose, c'est comme enfin, la particule PhD, que je dis ça, mais le terme de docteur, ça rajoute une expertise, en fait,
ça donne de la confiance aussi, tu vois. Donc, j'ai aussi réfléchi en mode, ok, super, si je fais une thèse, ça peut aussi me servir de tremplin pour la suite, pour moi, pour mon projet professionnel. Et ça, c'est aussi quelque chose que les gens oublient un peu en se lançant dans une thèse, ils sont dans une thèse sans savoir faire ce qu'ils veulent faire après. Ce qui est un peu dommage parce que je pense que si on sait ce qu'on veut faire après, on peut orienter la thèse pour encore, pour arriver plus rapidement à ce qu'on veut faire et même d'une meilleure façon, quoi. Tu vois, par exemple, ceux qui veulent faire de l'enseignement, qui le savent dès le début, ils vont faire beaucoup plus d'heures d'enseignement, ils vont s'investir beaucoup plus dans l'équipe, ils vont faire des choses que les gens qui veulent faire l'enseignement mais qui se rendent compte plus tard, ils le feront peut-être beaucoup plus tard. Et donc, du coup, en termes de dossiers, quand ils vont postuler à différents postes, ça va se voir aussi. Ouais, mais justement, même pour revenir un petit peu là-dessus, parce que bah, moi, je me pose la question, parce que moi, il y avait même l'enseignement. Moi, je me rappelle avoir fait de l'enseignement pendant ma thèse, mais je ne savais pas spécialement si jamais j'avais envie d'en faire plus tard. Et c'était, j'avais pas forcément justement complètement de projet, et c'était en fait en faisant que je me suis rendu compte, ça Ah, bah, bien m'intéresse, sûr. et Après, ça m'intéresse pas. bien sûr. Après, il y a évidemment toute cette histoire de je teste ce que je veux, et une fois que j'ai testé et que je me rends compte que j'aime vraiment ça, là, je commence à orienter ma thèse pour en faire un tremplin. Enfin, il y a aussi cette histoire de découvrir finalement ce qu'on veut. Moi, à l'avance, je savais que je voulais faire entrepreneuriat à force d'écouter des podcasts, de voir un peu les gens qui sont là-dedans, voir un peu l'émulsion autour de ça. Je sais pas, il y a des choses qui m'ont intéressé. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans ma tête, c'était assez clair. Mais en fait, si j'avais eu la même chose pour l'enseignement, peut-être que j'aurais eu la même chose pour l'enseignement, j'aurais fait différemment, tu vois. Mais l'enseignement, c'est aussi quelque chose que j'apprécie parce que j'aime beaucoup avoir un contact avec les étudiants. Enfin, moi, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai pu enseigner dans des cours auxquels j'étais moi-même étudiant. Et donc, ça m'a permis de faire en sorte de mieux expliquer à ces étudiants, comme moi j'aurais voulu qu'on m'explique le cours, en fait. Ok. Alors, tu l'as évoqué, on va passer maintenant plutôt sur des questions autour du podcast. Alors, on revient il y a 3 ans. Il y a 3 ans, tu décides de t'embarquer dans une thèse avec nous trois. Et alors, le podcast, ça arrive quand en fait? À ce moment-là, tu te dis, ah bah tiens, parce que je me souviens encore d'une des réunions d'équipe où tu t'as présenté à toute l'équipe ton projet de podcast. C'était arrivé relativement tôt, il me semble, dans ta thèse. Donc, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer un petit peu comment toi, tu as eu cette idée de podcast qui est quand même relativement originale et comment ça s'est conjugué par rapport à ton début de thèse? Trop marrant parce que du coup, c'est ce que j'explique déjà un peu dans l'autre épisode qui est juste avant. Et je veux quand même dire aux auditeurs, vous voyez, je vais pas mentir, tout ce qu'il vient de dire, je vous l'ai dit dans l'épisode. Donc vous voyez, c'est que... donc oui, on va reprendre vite fait. En fait, avant même de rentrer en thèse, j'étais en vacances avant d'arriver en thèse. Et pendant ces vacances, je me suis dit que j'aimerais bien faire du contenu parce que ça me manquait un peu le montage vidéo, tout ça, que j'avais arrêté pendant le master d'IA. Et justement, c'est là où je me suis dit, bon, la vidéo, c'est un peu trop lourd pour une thèse, je vais faire un truc plus simple de l'audio. Et là, je me dis, ok, l'audio, est-ce que je fais un truc sur l'IA, sur mon sujet de thèse Et je me dis, mais non, mais il y a trop de trucs sur l'IA déjà, et puis est-ce que je vais vraiment avoir un impact si je parle de l'IA alors qu'il y a déjà plein de gens qui le font? Mon sujet de thèse est très spécifique, et puis en réfléchissant un tout petit peu, je me suis dit, mais en fait, cette thèse que je fais, je suis sûr que je trouve que il y a personne qui donne des informations assez utile pour les personnes, enfin, dans le sens où en fait, quand on a des questionnements, souvent on peine à trouver des réponses sur Internet, ou alors il faut aller dans des réunions spécialisées qui durent 1 heure, 1 heure et demie à peine avec des professeurs, mais il n'y a pas le temps de vraiment, on n'explore que la surface et pas la profondeur de ce que c'est que ce parcours. Et là, je me suis dit, quand j'ai réalisé ça, que en fait, faire un podcast sur le doctorat, ce serait une excellente idée parce que ça va vraiment permettre d'aller en profondeur sur ce que c'est que le doctorat, qu'est-ce que ça implique, et est-ce que si je suis telle personne avec tel profil, je c'est bien que j'en fasse un, ou alors est-ce que si j'en fais un, ça sert à rien parce qu'au final, je me rends compte que la recherche, c'est pas fait pour moi. Enfin, en fait, je voulais un peu, je me suis dit, tiens, il y a clairement moyen de toutes ces réunions des professeurs qui durent qu'une heure et demie, il y a clairement moyen de les étendre en plein d'épisodes différents avec des thématiques très particulières que les gens enfin, dont les gens sont intéressés. Et je sais que ça va avoir un impact. Je voulais faire un truc avec de l'impact, en fait. Et si je parlais de l'IA, mon impact était noyé dans les autres podcasts qui font de l'IA. Alors que là, je savais que personne ne le faisait et que en fait, ça allait vraiment avoir de l'impact sur des gens, mine de rien, qui ne sont pas du tout Enfin, je pensais que c'était vraiment une minorité de personnes, puis je me rends compte avec les écoutes qu'en fait, il n'y a pas non plus une minorité de personnes. Il y a peut-être une minorité en termes de doctorants, mais en termes de personnes qui hésitent à faire un doctorat, clairement, il y a quand même une bonne masse de personnes qui se posent la question. Donc du coup, je suis content d'avoir fait et d'avoir pu aider pas mal de personnes grâce à ce podcast. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début de la thèse, j'ai pas commencé à vous parler du podcast et c'est juste revenu plus tard quand je voyais que j'étais un peu à l'aise parce qu'il fallait quand même que je me dise, ok, est-ce que je vais vraiment assumer de faire un podcast? Donc j'en ai parlé un tout petit peu plus tard, mais c'est-à-dire qu'en fait, en novembre, j'avais l'idée, donc avant d'arriver, et après, non, même en octobre, et après, vers janvier-février, je vais commencer à en parler, quoi.
Et moi, je me souviens très bien de cette réunion d'équipe là où tu nous présentes ton concept. Et moi, je me souviens très bien, alors je te l'ai jamais dit, hein, mais que je me disais, mais là, il se lance dans un projet de ouf et ça va être vraiment trop de boulot. Il va jamais réussir à le faire en même temps que la thèse. Enfin voilà, j'étais pas inquiet, enfin un peu inquiet quand même. Ouais. Du coup, c'était vraiment. Non, bah, peut-être aussi l'occasion de te féliciter à double titre par rapport à ce que tu as fait pendant ta thèse, mais aussi par rapport à ce succès. Voilà. Bon, j'en dis pas plus. Je laisse la parole à Vincent qui a une autre question pour toi. C'est quand même juste, je rebondis là-dessus parce que dans l'autre épisode, on m'a demandé le retour des personnes de la salle à la réunion sur ce podcast. Et moi, j'avais dit bêtement, bah, je sais pas, ils avaient tous l'air hyper, ils avaient tous l'air d'apprécier le projet. J'ai pas eu de problème avec des gens qui m'ont dit que ça allait poser problème. Et je sais pas, du coup, c'est marrant d'avoir ton retour à ça. Non, mais en fait, bien sûr, enfin, quand il y a des projets comme ça, on va pas. Enfin, voilà, moi, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, pendant les commentaires, les questions qu'on t'a posées, les commentaires, c'est que l'enthousiasme, surtout quand c'est un doctorant, faut pas le freiner. Je veux dire, c'est précieux l'enthousiasme. Donc après, voilà. Et là, enfin, ça s'est super bien passé, donc c'est super. Bah, en fait, Et ça se heureusement. passe bien. Je me suis dit, je fais pas plus d'un épisode par mois. Et puis voilà. Et puis si j'arrive pas à le faire, je le fais pas, quoi. C'est tout. Je me suis dit, le doctorat, ça reste une priorité. Et puis voilà, si j'arrive à avoir les personnes et que j'ai 2 heures à un moment, que voilà, je le fais. Et puis c'est bon, je le fais pas. Alors, juste aussi pour compléter, l'autre chose aussi qui m'est venue à l'esprit là, quand tu parlais de ça, c'est que effectivement, nous, on savait qu'il y avait un besoin par rapport à ça. C'est-à-dire que de l'autre côté hein, du miroir, quand tu vois qu'il y a des étudiants qui quand tu leur parles de la thèse, ils te regardent un petit peu bizarrement. Alors, tu vois que aussi que globalement, tu as besoin d'un temps d'échange avec eux pour leur expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc, cette sensation que la thèse était un objet étrange qu'il fallait mieux définir, en fait, on l'avait. Par contre, je pense que tous autour de la table, du côté encadrement, la solution podcast, non, c'était quelque chose qui était à des années-lumière de choses qu'on aurait été capable de mettre en place. Et là-dessus, toi, tu as eu cette vision quand même, enfin voilà, parce que tu es là-dedans de se dire, ah bah tiens, là, j'ai un vrai sujet. Et d'un autre côté, je suis à même de mettre les moyens autour pour pouvoir le traiter. Et ça, franchement, c'était une belle intuition. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en fait, parce que attends, je veux dire un truc par rapport à là, mais j'ai oublié. Euh, Je crois que Jérémy veut poser une question Vas-y, pendant que tu réponds. pendant que je réfléchis, ouais, ouais. Alors, c'était pas tant une question, c'est plus une remarque par rapport un peu pareil quand tu avais annoncé Ah oui, c'est bon. la même chose. Moi, je me suis dit, ça va pas spécialement marcher. Non, en plus, moi, je connaissais pas trop les podcasts, donc je me suis dit, c'est vraiment un truc très, très. Mais en même temps, quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, quelqu'un qui a envie de s'impliquer et puis de tester des trucs, et ben même si jamais ça marche pas, on s'en fiche parce que c'est quand même bien, quoi. Quelqu'un qui a envie d'essayer, et ben, faut qu'il y aille à fond. Il voit, ça marche pas, mais on se pose des questions, mais en tout cas, ça vaut le coup. Donc même si jamais ça marchait pas, enfin moi je trouvais que c'était quand même une idée qui était chouette, et puis en plus ça marchait, donc il y a aucun souci là-dessus, quoi. Ouais, bah, ça, tu vois, c'est un truc aussi un peu qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat dans ce sens-là de, OK, ça peut ne pas marcher. Les gens peuvent dire que ça va pas marcher, mais on y croit et on regarde vraiment si ça va marcher ou pas, quoi. Il faut aller au-delà. Mais c'est bien parce que du coup, vous êtes retenu de me dire, tout ça et au final, bah, après, même si vous me l'aviez dit, je vous cache pas que je l'aurais quand même fait. Mais, ouais, ouais, non, mais en fait, voilà, je me suis souvenu d'un truc, c'est que l'entrepreneuriat, j'ai aussi découvert un peu ce monde-là avec des podcasts de base, pendant que j'étais à Centrale. J'avais beaucoup aimé le format, je me suis dit: «C'est génial, je peux l'écouter, quand je suis dans la rue, quand je nage, quand je cuisine, quand j'adorais, enfin, je me suis dit: «Mais» et en plus, toutes les informations que j'écoute là, mais jamais j'ai entendu ça ailleurs, en fait et je me suis dit: «Mais c'est exactement ce qu'il faut pour la thèse». Il faut avoir, un endroit où les gens peuvent parler librement avec plusieurs personnes et qu'on écoute des choses que personne ne dit et qu'en fait, ils sont hyper précieuses, quoi. Parce qu'on peut le faire et en plus, les gens peuvent écouter dans le transport, dans le train, et c'est vraiment l'esprit que j'aime dans le podcast, c'est cette idée c'est de l'audio, donc ça se consomme pas comme de la vidéo. Tu pas à te concentrer sur la vidéo, tu peux écouter quand tu veux, enfin, je sais qu'il y a des personnes qui adorent regarder la vidéo en plus de l'audio et je sais pas comment elles font parce que pour moi ça détruit l'esprit podcast. Mais disons que voilà, ce que j'aime bien avec l'audio, c'est que tu peux le faire, tu peux vraiment découper l'audio en plusieurs bouts et l'écouter quand tu veux, où tu veux et c'est pratique, quoi. OK. Bah, du coup, une question de la part de Vincent justement par rapport à comment ça se déroule comment ça s'est déroulé ces podcasts-là? Oui, merci. Oui, bah, déjà pour rebondir sur ça, c'est vrai que quand tu l'as annoncé, moi je me demandais comment tu avais trouvé tout le temps pour faire tout ça et c'est vrai que,
des fois, on se dit, waouh, mais peut-être qu'il n'a pas réalisé tout ce qu'il allait devoir faire en thèse. Et puis, en fait, tu nous as vite prouvé le contraire. Donc, tu as réussi à mener les deux de front. Donc, félicitations. Et du coup, à part l'épisode qu'on fait aujourd'hui, est-ce que tu en retiendrais un en particulier, un qui t'a vraiment marqué Ah, ils vont tous marquer, hein. Je pense que le débat qui était charnière, c'est peut-être celui avec Fred de C'est pas sorcier. Parce que dans celui-là, c'est le premier où où en fait j'ai laissé Fred parler, 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 ça a duré genre 1 heure et demie. C'est le premier où en fait j'ai cassé mon mentalité de dire ok, je fais des épisodes de 30 minutes parce que 30 minutes ça sera suffisant. Nanani, nanana. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec lui, en laissant les gens parler, on allait encore bien plus en profondeur sur les sujets. Et donc à partir de cet épisode-là, j'ai commencé à faire des épisodes beaucoup plus longs avec plus de personnes, mais au final, ça apportait des informations encore plus pertinentes et plus profondes que juste la surface que je faisais avec les 30 minutes, en fait. Et donc cet épisode-là, je le trouvais quand même, il était fort parce qu'il m'a fait réaliser que, en plus, alors ce qui est marrant, c'est que moi, à la fin, j'ai interrompu Fred parce que, en fait, je me suis dit, il a d'autres impératifs. J'avais dit que j'allais durer que 1 heure et là, il est déjà 1 heure, 1h10. Je lui dis, bon, c'est bon, je vais arrêter. Et là, il dit juste avant qu'on finisse l'épisode, un peu à la C'est pas sorcier d'ailleurs, c'est déjà fini. Il le dit comme ça. Et on le reçoit. J'hésitais même à le garder dans le jingle en mode à chaque fois, c'est déjà fini. Et en vrai, du coup, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Peut-être que j'aurais pas dû le finir là. En fait, j'aurais peut-être, s'il voulait parler, j'aurais dû le laisser parler, quoi. Oui, c'est vrai que cet épisode, on le ressent. D'un coup, il y a Fred qui parle longtemps seul et tu te mets même un peu en retrait sur ça. Et après, à partir de là, oui, tu as plus d'invités, les podcasts sont plus longs C'est ça. et c'est peut-être ouais, un Ouais. moment qui a changé ta façon de Clairement. faire. Même mes moments préférés dans les podcasts, c'est quand c'est plus moi qui parle. C'est le moment où j'apprends le plus et je trouve que c'est plus informatif parce que en fait, c'est les personnes que j'ai invitées qui débattent sur quelque chose qu'on fait, on n'aurait pas pensé de base et ça rajoute quelque chose en fait. Ok, et bah, du coup, je pense que Jérémy a une question qui continue un petit peu sur ça. Oui, bah finalement, c'est un petit peu enfin, ça va un petit peu avec ce que tu viens de dire. C'est alors pas forcément d'un point de vue technique sur les micros et etc. Mais c'est qu'est-ce que tu as appris finalement en faisant ce podcast. C'est par rapport enfin, qu'est-ce que t'en retiens? Est-ce que c'est plus en termes de relations que tu peux avoir pour discuter avec des gens, pour croiser des nouvelles personnes, pour proposer des nouvelles idées, pour comment faire pour que les gens ils arrivent à raconter des choses qui soient intéressantes et puis qui arrivent à coller avec un sujet? Enfin, c'est quoi que tu as le plus, on va dire, que tu as appris finalement à travers tout ça? Alors, plein de choses. Déjà, il faut savoir que les sujets, en fait, c'est pas je prenais pas des gens au hasard qui parlaient d'un sujet. J'avais un sujet en tête et je cherchais des gens pertinents pour parler du sujet. Donc, du coup, à chaque fois, par exemple, si je faisais thèse cifre, thèse académique, je cherchais un doctorant en cifre, un doctorant académique et un maître de thèse qui avait fait les 2. Comme ça, au moins, on avait toutes les visions, quoi. Et donc j'ai appris que les gens sont vachement plus disponibles qu'on le pense. Alors, en tout cas, pour le podcast, sur toutes mes demandes, il y a peut-être une fois où quelqu'un a dit non, mais en fait, c'est arrive sur une centaine de demandes. Vraiment, les gens sont prêts à partager leur expérience. Donc, faut pas du tout hésiter à aller voir, même à faire des visios avec des docteurs, si on a un doute sur ce qu'on va faire après le doctorat ou quoi, parce qu'en fait, on les contacte assez facilement avec leur mail, avec LinkedIn, avec ce que vous voulez. Et souvent, les gens sont bien plus prêts à échanger un peu sur ce qu'ils ont vécu qu'on le pense en fait. Il y a des gens, disons qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'en fait ils ont du mal à aller chercher des informations chez des personnes parce qu'ils ont peur de les déranger, ils ont peur que leurs questions ils passent pour des idiots en fait. Et en fait, moi je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, si tu poses des questions sur quelqu'un en particulier, il va être ravi de t'expliquer ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a pas fait de bien, ce qu'il a retenu, ce qui est intéressant pour toi. Donc en fait, non, faut pas du tout hésiter à aller chercher les personnes sur les réseaux ou par mail ou je sais pas, par tous les moyens possibles quand on veut avoir des informations. Ça, c'était hyper intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, j'ai beaucoup aimé le format que j'ai fait avec plusieurs personnes. C'est un truc que j'ai pensé dès le début, ça. Parce que d'habitude, les podcasts, c'est un à un. Et en fait, le un à un, c'est un problème parce que, enfin, c'est bien quand on veut avoir juste le point de vue d'une personne. Mais croiser les regards selon ce qu'a vécu la personne déjà, ça apporte des regards croisés qui sont vachement précieux en fait pour l'auditoire. Et comme là c'est sujet par sujet et que c'est pas personne par personne, mon podcast, ça faisait du sens d'avoir des personnes, une table ronde de personnes autour des sujets. Et ça, c'est un format de podcast qui n'est pas encore assez répandu. On est vachement plus sur le one-to-one, sur faire des généralités sur l'expérience particulière d'une personne. Et je pense que ça serait intéressant. Enfin, je veux dire, c'est un format qui se réfléchit pour d'autres choses que le doctorat. Et je pense que ça m'a appris qu'en fait,
enfin, ça, c'était une bonne idée, par exemple, de faire venir plusieurs personnes. Par exemple, un jeune, pardon, dans l'épisode de l'enseignement, j'ai pris Martin, un doctorant qui venait à peine d'enseigner, pour voir ce que c'est que ses premières impressions. Après, j'ai pris un doctorant qui, lui, ça fait quelques années qu'il enseigne, donc lui, il a déjà le recul de tout ça. Puis après, j'ai pris une maîtresse de conférence qui venait d'avoir le concours de maîtresse de conférence. Puis après, une maîtresse de conférence qui ça fait des années qu'elle enseigne. Et donc, du coup, en faisant ça, en fait, j'ai un regard croisé avec une mise à jour par rapport à ce qui se passe maintenant et par rapport à ce qui se passait avant. Enfin, c'est assez précieux, quoi. Je trouve que c'est génial d'avoir fait ça, quoi. Enfin, en tout cas, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, ça. Ok, super, top, merci. Je passe la parole à Patrick qui avait aussi une question. Oui, alors toujours sur le podcast, toujours en mode souvenons-nous, est-ce que si tu penses aux bons souvenirs, et alors je vais aussi décliner la question par rapport aux mauvais souvenirs sur tout ce qui s'est passé, est-ce que tu aurais des anecdotes à nous dire de choses donc, très agréables? Et puis alors, parce que tu es aussi beaucoup présent sur LinkedIn, par exemple. Moi, je me posais la question sur des choses peut-être moins sympas. Est-ce que il y a eu aussi des commentaires qui étaient un peu virulents? Enfin voilà, comment les bons et les mauvais souvenirs liés finalement à ton audience? Alors, on va peut-être parler d'abord du podcast et après de l'audience. Le podcast, ça va être facile parce que bon et mauvais souvenirs, c'est par rapport au comment ça s'est passé pour le setup. Donc, les premiers épisodes, il y a des personnes qui arrivent avec des écouteurs, le son est pourri, et donc là, je commence à dire, putain, j'ai pas pensé à lui dire qu'il fallait prendre un casque ou un micro ou quoi. Donc, je me mords un peu les dents pour le premier épisode. Le deuxième épisode, j'arrive, il y a plein de couacs au niveau du Zoom, la connexion se fait pas, il y a un problème de connexion, et je me rends compte qu'en fait, il y a des bouts du podcast qui sont pas bien écoutés parce que la connexion a tout coupé. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose, qu'il fallait que je demande à tous mes invités d'enregistrer avec moi le podcast pour qu'ils ont chacun un enregistrement local dans lequel il n'y a pas de coupage. Et donc ça m'a appris des choses au final. Et c'est vrai que je me souviens que les premiers épisodes, le son était un petit peu en deçà de ce Bien qui est sûr. arrivé par la suite. Ouais. Parce que par la suite, j'ai commencé à investir sur les micros qu'on est en train d'utiliser. Aussi, j'ai découvert une IA qui efface un peu le bruit d'ambiance de chacun et qui harmonise tout et qui fait un son comme si tout le monde était dans un studio. Et donc, du coup, je l'ai fait passer dans pas mal d'épisodes, même les anciens, du coup, même les premiers, je les ai fait passer, sauf le premier, parce que le tout premier, comme il y avait personne qui parlait dans les écouteurs et que c'était terrible, ça modifiait la voix en Chipmunks. Alors, du coup, je me suis dit, je peux pas changer la voix de la personne en Chipmunks. Je vais laisser le premier épisode comme il est, c'est pas grave, c'est la première crêpe qui est ratée, quoi. Et puis, le premier épisode, en fait, il est caduque parce que j'avais fait cet épisode en mode, ok, comment se renseigner sur le doctorat, parce que le temps que le podcast arrive. Et maintenant que le podcast est arrivé, il n'y a plus besoin du premier épisode, en fait. C'est donc quelque part. Donc voilà, bref. Donc voilà. Et après, sinon, le tout dernier que j'ai fait, là, le 19, il y avait des couacs au niveau des gens qui arrivaient, ils sont arrivés en retard ou quoi. J'avais l'impression il y a une personne qui m'a prévenu du jour au lendemain qu'elle pouvait pas venir parce qu'elle avait une urgence. Donc du coup, j'ai dû refaire la trame rapidement en enlevant cette personne-là et en lui demandant de répondre à mes questions à l'avance pour que je puisse rajouter ces insights dans mon propre speech, en fait. Mais bon, j'ai réussi à gérer ça, donc c'était juste les problèmes. Sur le podcast, c'est juste ça, les problèmes qu'il y avait. Puis, il y a bon moment, bon, en fait, tous les autres épisodes où il y avait aucun quoi que c'était super, on échangeait, ça c'était super. L'audience sur LinkedIn, alors, globalement, sur LinkedIn, ce qui est bien, c'est que les gens sont plutôt bienveillants, contrairement à si j'avais fait sur Twitter ou quoi. Mais par contre, sur LinkedIn, évidemment, au bout d'un moment, quand on s'expose, quand je commence à faire des posts qui font 10 000 vues, 20 000 vues, 100 000 vues, il y a des gens forcément il y a forcément des gens qui sont contre un peu les idées que je donne. Alors, sachant que à chaque fois, moi, je suis toujours ouvert à la critique et au débat dans les commentaires. Genre, je ne dis pas que ce que je dis, c'est la vérité absolue. Je donne mon point de vue et puis après, on débat. C'est ça qui est intéressant. Il y a des gens quand même qui sont vachement. Je vois notamment, il y a une personne que je pense déjà, je lui avais fait un post pour dire que j'avais décidé de faire un doctorat et de ne pas faire une carrière d'ingénieur et que en fait, en faisant ce choix, quelque part, j'étais moins bien payé parce que si j'avais fait ingénieur, j'étais vachement mieux payé. Quand tu parles d'argent sur LinkedIn, en général, ça fuse. Mais là, une personne qui m'a dit un truc qui n'a aucun rapport avec ça, elle m'a dit, quoi, du coup, vous avez fait des études d'ingénieur et pour faire un doctorat, donc vous avez pris la place de quelqu'un qui aurait pu faire vraiment ingénieur en faisant ce doctorat parce que vous auriez pu faire à l'université, quoi. Pourquoi vous auriez pu faire l'université et laisser votre place d'ingénieur, quoi. Et puis là, je me suis dit, le gars a rien compris parce que pour moi, la recherche, c'est l'ingénierie des outils. Et en fait, c'est un peu, tu crées les outils des ingénieurs de demain. Donc en fait, tu es un ingénieur, mais tu es un ingénieur Inception en mode, tu crées les outils que les ingénieurs de demain vont aller chercher pour leur propre truc. Et ce qui est génial, c'est que dès qu'il y a une personne qui me met un commentaire virulent comme ça, je le prends en photo et j'en fais un autre post. Et il fait genre des vues, mais incroyable. Parce que du coup, je capitalise là-dessus. Après, il y a un autre gars alors, je sais pas pourquoi, je sais pas quand il est arrivé ses vacances à peu près.
pendant que j'écrivais mon manuscrit, il y avait des posts et à chaque fois, il commentait un commentaire négatif sur chaque post. Mais vraiment, il était vénère. Troll, quoi. Il- En mode troll. En mode mais pas troll, en même temps, il était chercheur en nutrition, je sais pas quoi, mais il voulait absolument sur chaque post, pendant une semaine à la suite, il taclait chaque post. Et même, il y en avait un où je disais, voilà, je vous dis pas ce que je vais faire après la thèse, je le dirai plus tard et tout, vous allez voir, ça va être sympa. Et le gars, il a dit, oui, je suis sûr que vous allez être coach de doctorant. Et il m'a dit ça, je vous fais tout ça pour être coach de doctorant et gagner de l'argent sur le dos des doctorants. Et en fait, j'avais même une personne qui m'a dit, trop hâte de voir ce que tu vas voir. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas être surpris, ça a vraiment du sens par rapport à tout ce que je fais. Et là, il reprend mon commentaire, il le met sur le commentaire de cette personne et il dit, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, il va être coach de doctorant. Et donc, en fait, au début, je me suis dit, ça peut être marrant de le laisser sur LinkedIn. Et genre, le jour où je dis que je vais faire de l'entrepreneuriat, je le tag, oui, tu vois, je suis pas coach de doctorant. Mais en fait, je l'ai bloqué parce qu'au bout d'un moment, il m'énervait. Alors, du coup, je l'ai bloqué. Et c'est puis j'ai fini l'histoire. Mais voilà, après, à part ces deux personnes-là, globalement, en fait, s'il y a des critiques, enfin, les personnes sont sont assez bienveillantes et ouvertes pour remettre en question leur point de vue et me remettre en question aussi. Donc, en fait, c'est un concert d'échange constructif, ça ne me dérange pas, quoi. Quand c'est juste pour me détruire et dire n'importe quoi, ça me dérange un peu plus. Ok, c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je suis pas du tout exposé comme tu l'étais, mais savoir qu'il y a effectivement des moyens de se protéger comme tu l'as fait, c'est Ah, mais je sûr. pense que sur LinkedIn, il y a des gens qui en abusent, hein, qui, dès qu'il y a un commentaire qui n'est pas dans leur sens, ils bloquent. Ouais, C'est- c'est sûr. Voilà, je vais passer la parole à Vincent qui a aussi une question à te poser. Oui, alors, donc maintenant, comme tu nous as dit, tu vas passer à autre chose, hein, après ta thèse, tu vas partir dans l'entrepreneuriat, tu es en train, je sais pas ce que tu as révélé jusqu'à maintenant, J'ai révélé un peu que c'était autour de la détection de contenu mais généré, mais voilà. donc c'est quelque chose que tu comptes continuer, le podcast, notamment thèse, antithèse, synthèse, ou est-ce que tu vas essayer d'axer un nouveau podcast, par exemple, sur la création d'entreprise, ou est-ce que tu vas passer le relais, par exemple, à un nouveau doctorant qui pourrait reprendre thèse, antithèse, synthèse, quelqu'un qui est plus dans le jus que toi plus tard? Quels sont tes plans autour de tout Alors, ça? c'est marrant parce qu'on m'a posé ces questions, mais vraiment proches, mot à mot presque. Mais c'est un hasard, hein. Je sais que c'est un hasard, mais il n'y a pas longtemps, pour une interview à une gazette d'un groupe de recherche. Et même dans l'autre podcast de l'épisode d'avant, on m'a posé un peu cette question-là. Alors, je vais répondre en mixant un peu toutes les réponses parce que j'ai eu des nouvelles façons de répondre maintenant. Alors, j'ai pas envie de l'arrêter du tout parce qu'il y a plein d'épisodes que j'ai pas fait que je voudrais faire. Alors, faire une thèse internationale. Qu'est-ce que c'est que la soutenance en détail? Même je vous l'avais été pratique. Enfin, je le dis maintenant ici. Il y avait quoi d'autre? Il y avait le chercheur, mais qui n'est pas chercheur, qui n'a pas de doctorat, mais qui fait de la recherche en tant qu'état d'esprit, un peu en mode artisan, tu vois, l'artisan qui fait des tests essais, qui découvre des nouvelles choses, des matières premières, qui fait plein d'expériences et qui arrive à la fin à arriver à un résultat. Bref, j'ai plein d'épisodes en tête encore et j'ai clairement envie de les faire. Après, j'ai pas effectivement l'idée de déléguer, j'avais pas forcément pensé à ça et en vrai, ça me plaît bien, mais il faudrait que je trouve quelqu'un d'assez, enfin, quelqu'un qui serait assez enthousiaste pour pouvoir perpétuer ce projet parce que j'aimerais quand même qu'effectivement, il y a plein d'épisodes qui restent, qui doivent être défrichés et j'aimerais bien que ça continue. Après, moi, j'imaginais quand même faire un autre podcast si j'abandonne celui-là qui serait autour des profils atypiques des docteurs pour inspirer les gens qui savent pas quoi faire après leur thèse. En mode pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de finir sa thèse dans l'académie, mais montrer qu'il y a plein de parcours possibles. Je sais pas, si ça se trouve, on peut être chef d'orchestre, on peut être, je sais pas moi, enfin, il y a plein de métiers qui existent et je suis sûr qu'il y a plein de docteurs. Moi, je connais un docteur en psychologie qui est devenu maintenant un pro de marketing. Enfin, il y a des profils que je vois vraiment sur les réseaux de gens, on sait pas qu'ils sont docteurs et en fait, je trouve ça fou de me rendre compte qu'ils sont docteurs après coup parce que là, ils ont peut-être un peu honte de le dire ou quoi, mais je pense que ça a inspiré des profils en fait d'en parler, de parler de possibilités de carrière. Et là, j'imagine plus un one-to-one par contre, pour vraiment aller en profondeur avec chaque personne et voir ce qui l'a amené à cette carrière-là et faire évoluer ça. Donc voilà. Et après sur LinkedIn, je compte continuer ce que je fais, mais pas du tout parlant du doctorat du coup, mais du doctoprenariat, c'est un terme que je suis en train d'inventer là. C'est-à-dire enchaîner le doctorat avec de l'entrepreneuriat, voir qu'est-ce que je peux faire comme parallèle que j'ai déjà fait pour ma thèse, est-ce qu'ils sont valides ou pas? Est-ce que comment j'arrive à monter dans ma boîte en prenant des acquis que j'ai eu de ma thèse? Qu'est-ce que j'apprends de nouveau qui est différent? En fait, montrer un peu ce que c'est que de se passer du doctorat à l'entreprise pour les personnes qui voudraient faire ce parcours-là. Donc, en fait, je continue un peu et je vais laisser le relais. J'ai déjà une personne en tête pour laisser le relais de poste sur le doctorat. Que voilà, donc je ferai un post là-dessus, quoi. Oui, je vais passer la parole à Patrick. Oui, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Je me demandais, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à creuser sur effectivement les... On se rend compte que
c'est pas un secret de révéler que tu vas aller plutôt dans le monde de la start-up. Et dans ce monde-là, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont un doctorat parce qu'il faut aller sur l'innovation, etc. Et est-ce que ça serait pas un sujet à creuser sur ben voilà, les startups et l'impact que peuvent avoir des docteurs dans ce genre d'entreprise? Ah bah clairement, clairement. Et en fait, moi j'étais choqué parce que j'ai vu des chiffres et eu des stats dans mon podcast, mais même en dehors, j'étais par exemple récemment chez Agora 9, qui est un incubateur de start-up à Paris qui est assez connu. Et eux, ils disent que dans les fondateurs, il y a 55% des cas où il y a au moins un docteur. Donc en fait, c'est parce qu'en fait, simplement, les startups, ça a besoin d'innover. L'innovation, ça passe par la recherche et le développement. Donc à la fois, forcément, il faut quelqu'un qui a de l'expertise. Et les investisseurs, s'ils voient qu'il n'y a personne qui a fait la recherche sur ce sujet et qui va, enfin, ça montre un problème de crédibilité. Donc là encore, cette histoire d'avoir un doctorat, ça permet d'augmenter un peu la crédibilité et aussi de vraiment porter son projet, quoi. Montrer qu'on est vraiment, qu'on va aller aller loin parce qu'on l'a déjà fait en doctorat et qu'on est prêt à faire plus, quoi. On veut vraiment innover, faire une rupture et tout. Voilà. D'accord. Je vais repasser la parole à Jérémy qui veut te poser une question très intelligente. Alors du coup, c'est une question alors, intelligente, je sais pas spécialement. Peut-être une façon de poser de passer le micro, hein. D'accord, C'est OK. genre, il fait genre l'animateur, là. Parce que en tout cas, moi, je pourrais même poser très rapidement la question, à Patrick et Vincent. Est-ce que vous, vous êtes déjà fait interviewer dans ce podcast? Parce que moi, jamais et je me pose la question. Donc voilà, je sais pas, Vincent? Non, 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 jamais. Ouais, Patrick? Moi, jamais non plus, je comprends vraiment pas pourquoi. Et en fait, c'est marrant parce que justement, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je les ai pas invités les trois, ils me font un peu, ils m'ont un peu hijacké le podcast en mode, tiens, du coup, tu nous as pas invités tous les trois, du coup, on va faire un épisode spécial après la soutenance. C'est un peu, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est pas cool parce que j'y ai pensé plein de fois, en fait. En fait, j'y ai pensé, mais les thèmes sont pas arrivés parce que j'avais pas assez de personnes. Par exemple, pour le Jérémy, j'avais pensé pour le thème de l'international parce que tu avais fait une thèse en Australie, je crois, ou un Ouais, postdoc. c'est ça, Ouais, une thèse en co-tutelle. voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je voulais en parler, mais j'avais pas assez de personnes sur ce sujet. Donc, à ce moment-là, du coup, j'ai un peu mis le sujet de côté, mais c'est pas possible que je te rappelle pour ça. Patrick, j'ai pensé, voilà, avec la soutenance, je me suis dit, mais en fait, il m'a trop bien préparé pour la soutenance. Et il y a clairement des insights à sortir de ce qu'on peut donner aux gens par rapport à ça. Donc, du coup, Patrick, j'imagine pour la soutenance. Et Vincent, j'avais réfléchi à quoi pour Vincent? Bon, j'avais réfléchi à quelque chose, mais j'avoue que j'ai oublié le sujet. Mais je l'ai dans mes notes, quoi. C'est chacun, en fait, je voulais inviter chacun dans un sujet qui était pertinent pour chacun, quoi. Juste pour réagir par rapport à ce que tu viens de dire, moi je croyais que c'était juste une bonne pratique que tu t'étais fixée, de pas mettre tous les œufs dans le même panier et puis de décorréler la partie encadrement de thèse de la partie ton autre projet, quoi. Finalement, on peut même aussi penser que c'est des projets qui peuvent être étanches et pourquoi pas. Voilà, là c'était pour faire une blague, hein, mais on s'est pas du tout formalisé par rapport à ça, hein, t'inquiète pas. Non, mais attends, mais je me doute. Mais en fait, au début, c'était pour ça, j'avoue. Et c'était des corrélations. Après, en y repensant, j'ai quand même pensé à vous inviter. Mais en fait, il y a d'autres choses qui sont arrivées en même temps. Et mon manuscrit, enfin, ça arrivait vite, quoi. Donc, du coup, mais j'y pense encore. Donc, c'est pas impossible que les prochains qui restent avant que je laisse la main à quelqu'un, vous soyez dedans. Ah. Comme ça, voilà, vous avez un peu à l'avance l'esprit des personnes qui vont être dans les prochains épisodes. Ok, alors j'ai une autre question. On va passer maintenant un peu, on va se projeter un peu par rapport à la suite, et notamment alors pour faire la transition quand même avec ton podcast. Alors de ce qu'on a compris, le podcast va encore continuer. Si après donc tu parlais éventuellement et je sais pas du tout, mais si à un moment donné tu devais refiler le bébé, on va dire à quelqu'un d'autre, quel conseil tu aurais envie de lui donner pour continuer à bien faire vivre ce podcast thèse, antithèse, synthèse? Moi, je pense que déjà, je lui dirais d'aller au-delà de la liste de sujets qu'il pourrait imaginer lui-même, parce qu'en fait, en fait, aller parler avec des docteurs, des personnes qui ont vécu cette expérience, mais différemment, pour juste avoir des idées de thématiques qui ressortent. Parce que par exemple, moi, il y a plein moi, au départ, quand j'avais imaginé le podcast, j'imaginais faire 3 épisodes et puis c'était bon. Puis en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout suffisant et qu'il y en a une infinité, quoi. Par exemple, doctorat et parentalité, dans ma tête, je n'aurais jamais fait cet épisode. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'en une semaine, j'ai parlé avec 4 personnes différentes qui m'ont dit qu'ils avaient des enfants pour leur thèse. Alors, il y en a qui ont accouché 2 enfants pour la thèse.
Il y en a qui sont arrivés en thèse avec leurs enfants. Enfin, je me dis, en fait, ce thème-là, c'est bizarre. J'y ai pas pensé du tout, mais en fait, en parlant, je me rends compte que c'est intéressant et ça va aider des gens, c'est sûr. Et comme ça, peu à peu, pareil, au Gretzi, quand j'ai eu la conférence de Isabelle qui parlait de la place des femmes dans le milieu du numérique, je me suis dit, mais en fait, c'est après un super sujet de podcast, ça. Il faut absolument que je l'invite. Et en fait, en fait, je dirais, faut pas rester fermé sur ses idées et ne pas hésiter à aller écouter un peu ce qui se dit à droite à gauche dans les conférences, de trouver des doctorants, etc., des docteurs, pour avoir une ouverture d'esprit assez large, pour avoir des idées d'épisodes qui vont vraiment avoir plus d'impact que ce qu'on imagine, quoi. Après, moi, ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois que je fais un épisode, j'ai une nouvelle niche de personnes qui se rajoutent. Donc là, les parents docteurs, les femmes dans le numérique. À chaque fois, j'ai une niche d'auditeurs qui se rajoutent parce qu'en fait, ça leur parle, quoi. Ouais, je comprends bien. J'ai laissé la parole à Jérémy qui a une autre question à te poser. Bon, globalement, tu nous as un petit peu dit rapidement qu'est-ce que tu comptais faire après ta thèse. Mais du coup, normalement, enfin, techniquement, tu seras plus chercheur au sens un petit peu comme tu l'as fait pendant avec donc, les mêmes obligations, on va dire, de résultats qu'on pourrait avoir dans le milieu académique, à savoir, on va dire, entre guillemets, produire des papiers. Donc, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est radicalement différent. C'est plus le même. Si y a encore de la recherche, c'est pas du tout le même type de recherche qui est forcément attendu. Est-ce que tu as pas peur que finalement ce côté en fait recherche sur lequel en fait tu as passé quelques années, ce soit quelque chose qui soit plus forcément la même chose ou quelque chose qui va te manquer? Alors moi, je pense que dans ce que tu dis, il y a du vrai, il y a du faux. Dans le sens où, en fait, avec les startups autour de l'IA, les gens continuent de publier à des conférences, en fait. Et pour valoriser la boîte, tu vois, ça ne leur empêche pas de publier à ICML, à Neurips, à CVPR, à machin. Quand il y a des nouvelles idées, quand ils veulent ouvrir leur recherche, et on va clairement aussi avoir cet objectif-là dans notre boîte, on va pas avoir tout privé. Il y aura une partie qui sera privée pour les clients parce que c'est important. Puis l'autre partie de choses qu'on va découvrir qui peut-être nous serviront pas, mais qu'on pourrait très bien envisager de les mettre dans des publications pour faire avancer la recherche. Et c'est pas un truc qui va disparaître parce que je vais encadrer des doctorants. Donc je serai co-auteur de ces doctorants. Euh, je vais, euh, je vais aussi piloter un peu la recherche autour de la thématique donc de détection de contenu généré. Donc j'aurai un peu l'esprit d'un directeur de recherche au niveau de la boîte parce que je vais orienter par rapport aux clients. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, il y aura quand même cet esprit de je vais encadrer des personnes qui vont faire de la recherche aussi. Et on va publier. Et je n'imagine pas un moment où en fait on va arrêter de publier parce que c'est bête, parce qu'en termes de stratégie, pour avoir de reconnaissance, je trouve ça hyper fort de pas seulement rester qu'avec nous au niveau de l'entreprise, mais s'ouvrir un peu à ce qui existe ailleurs pour pouvoir avoir un impact scientifique qui est vachement large et vachement plus répandu, parce que c'est ce qu'ils font aussi les startups en général. Et en fait, même, tu vois, par exemple, il y a des aides de l'État aussi qui, qui facilitent un peu la recherche que tu peux faire en startup, qui de toute façon vont chercher à voir si on a publié ou pas. Donc on a même un intérêt à le faire parce que sinon on perd ses aides, ce qui est dommage parce qu'en plus on fait de la recherche qui est totalement dans les clous. Donc c'est bête, quoi. Donc en fait, dans tous les cas, je vais jamais abandonner cet esprit de. Alors c'est sûr que je vais pas avoir autant de temps à consacrer à la recherche comme je l'ai eu maintenant en thèse, mais ça c'est le cas de toutes les personnes quand on est en postdoc, quand on monte. Plus on monte, moins on a de temps de toute façon pour se faire ça à la recherche. Mais ça n'empêche pas que je pourrais réfléchir à des sujets intéressants avec des doctorants et du coup à aboutir à des super idées avec eux et co-encadrer et arriver à des super résultats scientifiques dans tes conférences. Ça continuera, je pense. Alors, justement, un petit peu sur le même type de question, parce que, enfin, moi, je pense que derrière, visiblement, enfin, on a un peu remarqué, c'est quand même, t'aimes bien mettre les mains, on va dire, dans le cambouis, t'aimes bien quand même aller gratter, et que, en plus des questions, on va dire, un petit peu théoriques, un peu haut niveau, tu as quand même des grosses compétences en termes de programmation, d'aller écrire toi-même les bouts de code, etc. Et je pense que quand tu encadres, c'est quand même beaucoup moins le cas que comparé à un doctorant qui va beaucoup plus passer du temps à tester des choses une à une sur le dataset, etc. Ouais, alors, faut pas croire non plus que c'est pas parce que je le fais que je l'aime le faire. C'est- tous ces petits codes, bouts de code que je fais, qui lancent plein d'expériences, enfin, moi j'aime coder l'architecture neuronale, mais coder les bouts de code que génèrent les bases de données ou qui vont chercher à faire chercher dans chaque base un petit truc particulier pour aller le déplacer dans un dossier, ça, je n'aime pas spécialement le faire, j'avoue. Pour moi, c'est pas un truc qui apporte de la valeur forcément, mais il faut le faire parce que c'est nécessaire. Mais tu sais que c'est moi dans le cambouis, je trouve ça quand même fort parce que en entrepreneuriat, il y a aussi cette vision de dire que faut pas avoir l'esprit de quelqu'un qui va dire je vais faire que le truc qui m'intéresse. Faut accepter que parfois
il y a des trucs qui nous intéressent pas, mais il faut quand même les faire parce que si on les fait pas, bah après derrière, il y a quelque chose qui va pas marcher. Ça va, si je m'étais arrêté à OK, j'aime pas faire ça, alors je ne fais pas ça, je crée pas des bases de données, je me débrouille avec ce qui existe, vraiment ça m'énerve, je le fais pas, bah, j'aurais pas avancé dans la recherche. Et donc cette idée de dire OK, j'accepte de continuer à faire quelque chose alors que j'aime pas le faire, parce que je sais que derrière, je vais arriver à quelque chose que j'aime faire. Là, ça, c'est intéressant, tu vois? Et c'est un truc qu'il faut retrouver, enfin, qu'on retrouve en entrepreneuriat parce que beaucoup de personnes sont là et se forcent à faire des choses qu'ils aiment pas parce qu'ils savent que s'ils le font pas, après derrière, ça pourra pas fonctionner parce qu'il y a forcément des tâches ingrates un peu derrière les tâches, super qu'on me présente, tu vois? Donc c'est un truc à accepter. Ça fait partie du boulot de chercheur en soi et d'entrepreneur. Et c'est intéressant. Là, je vais écrire un post là-dessus, tu m'as fait réfléchir là, c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est Bah, justement, par rapport à ça, parce que on t'avait pas spécialement beaucoup entendu avant, donc il y a Vincent qui avait une question un petit peu là-dessus. Oui, bah, globalement, à part dans ton dernier podcast, toi, tu es plutôt, tu as un rôle d'animateur. C'est toi oui. qui donne la parole, tu lances les sujets et des fois, tu rebondis un peu, bah, c'est plutôt pour un échange, pour relancer les questions. C'est ça. C'est vraiment des relances et donc tu es resté assez pudique par rapport à ta personne et est-ce que tu as des choses, des messages plus personnels que tu aimerais faire passer, là, aujourd'hui, par exemple, sur ton ressenti, autour de la thèse, du podcast, quelque chose, si tu as besoin de parler de toi, enfin, envie de montrer d'autres facettes peut-être? Je sais C'est pas. marrant parce que bon, OK, du coup, ces messages-là, je les transmets dans d'autres podcasts où je suis invité, du coup. Mais dans le dernier, je pense que j'ai quand même un peu parlé de ça, je sais pas. Mais en tout cas, je dirais juste à toute personne qui hésite à faire un doctorat de se renseigner sur ce que ça implique, de ce que c'est, et voir vraiment si ça les intéresse. Et si ça les intéresse, de foncer parce qu'ils ont rien à perdre. En fait, voilà, moi, pourquoi j'ai créé le podcast, c'était pour me dire que je voulais pas que des personnes se lancent dedans alors qu'en fait, c'est pas du tout pour eux, ou alors que des personnes qui ne se lancent pas dedans alors que c'est carrément pour eux. Donc je vais éviter des regrets, tu vois? Dans la thèse, il y a une notion de regret, ben, là aussi, il y a une notion de regret dans le podcast, dans la thèse, dans le fait de faire une thèse. Et je veux le minimiser ce regret. Et donc du coup, c'était le sens de ce podcast et ce que je dirais juste, c'est de croire en vous si vous pensez que ça va le faire et que vous vous sentez dans l'âme d'un chercheur, allez-y, quoi. C'est ça que je dis, mais c'est un message que j'aime bien dire de toute façon, c'est, voilà, ne cessez jamais de croire en vous. C'est un message que j'aime bien dire. Et ça, c'est quelque chose dont j'imagine que tu t'es rendu compte au fur et à mesure Ouais. parce qu'au début, justement, tu commences ton podcast plutôt sur des choses assez factuelles. Ouais. Où tu expliques un petit peu comment ça marche, ce que c'est, tout ça. Et on voit qu'au bout d'un moment, tu as suivi en fait le cheminement que toi tu as suivi en te disant, bah, je me suis engagé dans une thèse, pourquoi, où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça répond bien à mes questions que je m'étais posées? Est-ce que ça va bien avoir le sens, Ouais. que j'espère, enfin la finalité que j'espère? Mmh. Donc on voit que tu as évolué sur ça. Voilà, Ouais. c'est OK, bah, c'est bien, merci. Bah, je pense que ça s'entend. On a fait des remarques aussi comme quoi on voyait l'évolution dans le podcast, Après maintenant, les nouveaux auditeurs qui arrivent, ils les consomment, enfin, indépendamment de l'ordre, hein. oui. C'est parce que vous les avez suivis un à un, mais parce que les gens, d'habitude, ils font indépendamment de l'ordre et alors ils aiment bien commencer par le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est un classique et après, il y a aussi alors là, l'épisode qui le plus d'écoute, alors je suis assez choqué, c'est l'épisode, faire une thèse longtemps après avoir fait des études et en fait, cet épisode-là, c'est l'épisode le plus écouté alors que c'est un des derniers, ce qui est bizarre. Dans le premier, c'est un des premiers, c'est syndrome de l'imposteur qui était toujours le meilleur et là, il était détrôné par celui-là, ce qui montre qu'il y a vraiment une sorte d'envie de beaucoup de personnes de se lancer dans un doctorat, même si, ça fait longtemps qu'elles sont plus dans leurs études, quoi. Il y a un besoin latent qui est caché, tu vois? Non, mais c'est vrai, c'est Oui, au moins d'informations, d'informations. Ouais, c'est ça. qui sont déjà alors qu'ils sont pas trop accessibles Exactement. aux étudiants déjà, alors Alors aux gens qui sont hors du système, c'est encore plus dur, je et je tiens à dire qu'aujourd'hui, dans mon audience à la thèse, il y avait notamment une entrepreneuse qui m'a contacté sur LinkedIn il y a 3 semaines. Qui voulait savoir ce que ça impliquait de faire un doctorat, qui avait hyper motivé pour en faire un et aujourd'hui, je l'ai invitée à ma soutenance, elle a vu ce que c'était, elle était encore plus motivée et donc voilà, je le connais à peine mais elle est venue et elle a vraiment kiffé et donc du coup, voilà, ça m'a permis de montrer en vrai, ce que ça va être expérience quoi, finalement. Elle a écouté cet épisode, oui, je pense à elle parce qu'elle a écouté cet épisode et que, ça lui a parlé beaucoup en fait, ce que disaient les gens. D'accord, merci. Bah, je vais repasser la parole à Patrick. Merci. Oui, alors juste par rapport à tout ce que tu dis, je pense que et là aussi, on se rend compte aussi, et c'est peut-être grâce aussi à ton podcast que effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont fait des études bac+5, pour qui en fait la question de faire une thèse ou pas s'est posée,
ils n'ont pas forcément répondu par la positive dans un premier temps et qui s'interrogent encore constamment. Et peut-être que là aussi, il y a un vrai sujet que tu es en train de décloisonner en fait via ton podcast. Et peut-être que si un jour le nombre de doctorants puis de docteurs augmente significativement, ça sera grâce à ce genre de communication en fait. Parce que Peut-être. il y a, enfin, les anecdotes que tu racontes, je pense on les perçoit aussi, nous, à nos niveaux, ou en discutant avec des gens. Ben, c'est des gens qui ont des diplômes d'ingénieur, par exemple. En France, c'est assez classique, finalement. J'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai bac+5. Est-ce que je vais à bac+8 ou pas Et je vais rebondir sur ce que tu dis en disant que le but du podcast, c'est pas du tout de faire en sorte qu'il y ait plus de docteurs, c'est qu'il y ait plus de docteurs heureux, en quelque sorte. C'est-à-dire, en Ouais. fait, que derrière, ça soit une vraie expérience, que ça valait le coup et que ça leur apporte quelque chose. Que Et ça donc, corresponde à un sens. c'est ça, Ouais, exactement. ouais, bien sûr. Bon, bah écoute, je crois qu'il est temps pour nous de conclure. Qu'est-ce qu'on va dire en C'est termes de déjà fini. conclusion? Eh oui, comme dirait Fred, c'est déjà fini. Bah écoute, déjà fort, premièrement, on te remercie. Alors, je parle collectivement au nom de tes encadrants de thèse pour ces 3 années qui ont été très riches. Alors, il faut savoir que tu quitteras le labo à la fin du mois de décembre, donc il nous reste plus beaucoup de temps ensemble. Bon, je suis pas trop inquiet, je pense qu'on va rester en contact et on te souhaite que ton après-thèse soit aussi riche que les 3 ans que tu as passés avec nous. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on voulait dire. Vous voulez rajouter d'autres choses, les gars? Bah, pas spécialement, hein. Je pense que là-dessus, oui, bah, c'était un peu ça. Et puis, bah, voilà, enfin, en espérant qu'on puisse se recroiser, bien sûr. Bah, bien sûr qu'on va se recroiser. On travaille sur des thématiques qui sont proches. Moi aussi, je voulais vous remercier de m'avoir encadré pendant ces 3 ans parce que c'était vraiment un encadrement. Bah, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais hyper. Enfin, déjà, c'est hyper intéressant, hyper stimulant, hyper bienveillant. Et clairement, ce genre d'encadrement-là, je m'en suis rendu compte avec le podcast que c'était pas quelque chose qui était de facto à chaque thèse. Et donc, du coup, avoir la chance de vous avoir comme encadrant, c'était. Enfin, j'ai réalisé vraiment que c'était une chance de vous avoir comme encadrant parce que c'est clairement. Ouais, non, mais je le dis parce que ça m'a choqué au final de me rendre compte à quel point vous me laissez un peu, vous me faites confiance, vous me laissez en autonomie, on arrive à travailler même quand parfois on est à distance, voilà, genre on se tient au courant, on réagit, même quand ça va pas, on discute, on freine pas les idées, on essaie de réfléchir à d'autres trucs. Enfin, vraiment, il y a quelque chose que j'ai senti que, voilà, c'était assez exceptionnel comme encadrement, donc je tiens à le souligner. Après, il faut pas non plus. On va se quitter quand même sur ces très bonnes paroles, mais juste un petit dernier message à tes auditeurs. Globalement, des encadrements de qualité, il y en a dans tous les laboratoires. Et c'est vrai, par contre, que c'est important de préciser que ce n'est pas non plus tout le temps le cas. Donc, il faut quand même être vigilant. Mais voilà. Oui, c'est clair. Voilà, évidemment, les cas négatifs sont assez minoritaires en général. Et en fait, évidemment, généralement, ça se passe très bien. En fait, ce qu'il faut pour que ça se passe bien, c'est que, on le dit à chaque fois, vous checkez un peu vous vérifiez le feeling que vous avez avec vos encadrants avant même de vous encadrer en thèse. Et si vous le sentez bien et que vous pouvez travailler avec la personne, boire un coup avec elle, enfin, vous voyez que ça se passe bien, là, je pense que vous pouvez y aller. Oui, je pense que, pour rebondir sur ça, je pense qu'il y a quand même une histoire d'adéquation, entre, le doctorant et ses encadrants, qu'il faut qu'ils se trouvent. Tout le monde a des méthodes différentes, C'est mais ça. il faut que ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu nous dis, que tu as aimé comment on a travaillé, mais c'est aussi et qu'on t'a fait confiance, mais c'est aussi parce que toi, tu nous as montré qu'on pouvait te faire confiance et c'est quelque chose, c'est vraiment un échange. Je veux dire, c'est peut-être qu'on se serait pas comporté comme ça si tu avais pas été là ou si tu avais réagi différemment, donc c'est aussi, voilà, vraiment une adéquation et quelque chose qu'on a partagé ensemble, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Ouais, c'est vrai, ça va adapter, en fait, c'est bien d'avoir aussi des êtres de l'euro qui s'adaptent à la personne. Ouais, OK, c'est bien dit. Voilà, voilà. Bon, bah, on vous quitte sur ces belles paroles, à la prochaine. Voilà. Il nous est maintenant venu le temps de remercier les fidèles auditeurs du podcast pour leur écoute attentive. Nous espérons qu'ils ont découvert de nouveaux éléments sur la thèse, mais également sur le tout nouveau docteur Rony, et nous en profitons pour le féliciter à nouveau. À la prochaine, cette fois avec Rony aux manettes pour un nouvel épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse, car comme vous l'avez compris, l'aventure ne s'arrête pas là.